L'Inde est devenue l'obsession des investisseurs mondiaux, des multinationales occidentales et des stratèges géopolitiques. Avec une croissance économique dépassant les 8% au deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026, une population de près d'1,4 milliard d'habitants qui a dépassé celle de la Chine, et un gouvernement déterminé à transformer le pays en puissance manufacturière mondiale, l'Inde semble être la candidate idéale pour devenir la nouvelle Chine. Les entreprises qui délocalisaient massivement en Chine dans les années 2000 regardent désormais vers New Delhi et Mumbai. Apple fabrique désormais la plupart de ses iPhones destinés aux États-Unis en Inde et explore des projets locaux d'emballage de composants et de puces. Samsung, Foxconn et des dizaines d'autres géants technologiques construisent des usines géantes sur le territoire indien. Le budget indien 2026-2027 mise clairement sur la croissance industrielle, avec des exonérations fiscales jusqu'en 2047 pour les sociétés étrangères qui offrent des services cloud à partir de centres de données indiens. Le récit est séduisant. La Chine vieillit, devient trop chère, trop politiquement risquée pour les entreprises occidentales qui craignent les sanctions et les guerres commerciales. L'Inde offre une alternative parfaite avec sa population jeune, ses coûts salariaux encore bas, sa démocratie qui la rend politiquement acceptable pour l'Occident et son alignement géopolitique contre la Chine. Mais derrière ce récit triomphant se cache une réalité beaucoup plus complexe et inquiétante. L'Inde pourrait devenir la nouvelle Chine, mais elle pourrait tout aussi bien échouer spectaculairement. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner ce qui a réellement permis le miracle chinois et comparer avec la situation indienne actuelle. La Chine, des années 1980 et 90, a réussi sa transformation économique grâce à une combinaison de facteurs structurels. Premièrement, un État autoritaire capable d'imposer des réformes rapides sans négociation avec des parlements, des syndicats ou des gouvernements régionaux récalcitrants. Quand Deng Xiaoping a décidé de créer les zones économiques spéciales, elles ont été construites en quelques années. Quand le gouvernement chinois a décidé d'exproprier des millions de paysans pour construire des autoroutes, des aéroports, des villes entières, cela s'est fait. Cette capacité d'action unilatérale rapide a permis à la Chine de transformer ses infrastructures à une vitesse que les démocraties ne peuvent égaler. Deuxièmement, la Chine a investi massivement dans les infrastructures physiques avant de chercher à attirer l'industrie manufacturière. Routes, ports, électricité fiable, tout était en place quand les entreprises étrangères sont arrivées. Un conteneur pouvait traverser la Chine d'une usine à un port en moins de 2 jours. L'électricité ne coupait jamais. Les télécommunications fonctionnaient parfaitement. Cette base infrastructurelle solide a rendu la Chine incroyablement attractive pour les investisseurs. Troisièmement, la Chine a développé un écosystème industriel intégré où tous les maillons de la chaîne de production se trouvaient à proximité géographique. Si vous fabriquiez des smartphones à Shenzhen, vos fournisseurs de puces, d'écrans, de batteries, de boîtiers étaient tous dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Cette concentration géographique réduisait drastiquement les coûts logistiques et les délais. Quatrièmement, la Chine a construit un système éducatif et de formation professionnelle massif qui a produit des centaines de millions de travailleurs qualifiés. Les universités chinoises formaient chaque année plus d'ingénieurs que l'ensemble de l'Occident. Les écoles techniques formaient des ouvriers spécialisés capables de maîtriser rapidement les technologies de production modernes. Maintenant, regardons l'Inde à travers ce prisme. Sur le plan politique, l'Inde est une démocratie fédérale fragmentée, où le pouvoir est partagé entre le gouvernement central à New Delhi et 28 États dotés de gouvernements autonomes, souvent contrôlés par des partis différents. Chaque réforme majeure nécessite des négociations interminables, des compromis, des concessions. Quand le gouvernement Modi a tenté de réformer les lois agricoles en 2020, des centaines de milliers de fermiers ont bloqué les routes pendant des mois jusqu'à ce que les réformes soient retirées. Cette capacité de résistance populaire et régionale, admirable d'un point de vue démocratique, ralentit considérablement la vitesse des transformations économiques. Sur le plan infrastructurel, l'Inde accuse un retard catastrophique. Le pays devrait investir 4 500 milliards de dollars d'ici 2030 pour combler son déficit d'infrastructures selon les estimations officielles. Les routes indiennes sont dans un état lamentable.
Environ un quart de la production nationale de blé et 40% de la production de fruits et légumes sont perdus chaque année en raison du manque de capacité de stockage et de transport adéquat. Le déficit énergétique reste proche de 9% malgré les progrès récents. Les coupures d'électricité sont fréquentes dans de nombreuses régions. Les ports indiens sont congestionnés et inefficaces comparés aux géants chinois comme Shanghai ou Shenzhen. Un conteneur peut mettre une semaine à traverser l'Inde du centre vers un port côtier, alors que le même trajet prendrait 2 jours en Chine. Cette défaillance infrastructurelle augmente drastiquement les coûts de production et rend l'Inde moins compétitive. Le gouvernement Modi a lancé en 2019 le National Infrastructure Pipeline, une réserve de près de 9000 projets. Mais la réalisation se heurte aux capacités limitées des collectivités locales et des États fédérés, et à la capacité du pays à mobiliser des financements colossaux. Le 11e plan quinquennal, qui prévoyait seulement 411 milliards de dollars d'investissement en infrastructures, n'a même pas été totalement atteint. Sur le plan industriel, l'Inde manque cruellement d'un écosystème manufacturier intégré. Les entreprises qui s'installent en Inde doivent souvent importer leurs composants de Chine ou d'ailleurs parce que les fournisseurs locaux n'existent pas ou ne répondent pas aux standards de qualité. Cette dépendance aux importations de composants réduit considérablement l'avantage de produire en Inde. Apple peut assembler des iPhones en Inde, mais la majorité des composants à haute valeur ajoutée viennent toujours de Chine, de Taïwan, de Corée du Sud. L'Inde fabrique principalement l'assemblage final à faible valeur ajoutée, pas la production de composants sophistiqués. Le secteur manufacturier indien ne représente encore que 13% du PIB contre 28% en Chine, à son pic. Cette faible part industrielle signifie que l'Inde n'a pas encore développé la base manufacturière nécessaire pour devenir l'usine du monde. Les services dominent l'économie indienne avec près de 50% du PIB, mais n'emploient que 31% de la main-d'œuvre. Cette distorsion crée un problème majeur. Des millions de jeunes Indiens entrent sur le marché du travail chaque année, mais les services à haute valeur ajoutée ne peuvent pas tous les absorber. Seule l'industrie manufacturière à forte intensité de main-d'œuvre peut créer les dizaines de millions d'emplois nécessaires. Sur le plan éducatif et de capital humain, l'Inde présente un paradoxe troublant. Le pays forme effectivement des millions d'ingénieurs et de diplômés chaque année, mais la qualité de cette formation est extrêmement variable. Seule une minorité sortant des meilleures institutions comme les UIT sont réellement compétitifs au niveau mondial. La majorité des diplômés indiens manquent des compétences pratiques nécessaires dans l'industrie moderne. Plus grave encore, plus de 50% de la main-d'œuvre indienne travaille dans l'agriculture qui ne produit que 12% du PIB. Cette masse de travailleurs agricoles peu qualifiés doit être transférée vers l'industrie et les services. Mais la formation professionnelle nécessaire pour cette transition fait cruellement défaut. La Chine avait construit un vaste système d'écoles techniques qui formait rapidement des paysans aux métiers industriels. L'Inde n'a rien d'équivalent à cette échelle. La bureaucratie indienne représente un obstacle majeur que la Chine autoritaire n'a jamais connu. Créer une entreprise en Inde nécessite de naviguer dans un labyrinthe de réglementations contradictoires, d'obtenir des dizaines de permis différents auprès d'administrations fédérales, étatiques et locales. La corruption reste endémique malgré les efforts de lutte. Les chefs d'entreprise indiens citent le déficit d'infrastructures comme le premier facteur négatif pesant sur le climat des affaires, devant même les problèmes de corruption et de bureaucratie. Cette lourdeur administrative ralentit considérablement les projets d'investissement et décourage de nombreux investisseurs étrangers. Les lois du travail indiennes sont également beaucoup plus rigides que celles que la Chine appliquait durant sa phase d'industrialisation. Il est extrêmement difficile de licencier des employés en Inde, ce qui rend les entreprises réticentes à embaucher massivement. Les syndicats restent puissants dans certains secteurs et peuvent bloquer des projets entiers. Cette rigidité du marché du travail contraste fortement avec la flexibilité totale dont bénéficiaient les entreprises en Chine. Sur le plan social, l'Inde fait face à des défis que la Chine n'a jamais connus à cette échelle. Les tensions religieuses entre hindous et musulmans créent régulièrement des violences et des instabilités locales. Le système des castes, bien qu'officiellement aboli, continue d'influencer profondément la société indienne et crée des obstacles à la mobilité sociale.
Les inégalités régionales sont colossales. Certains États comme le Maharashtra ou le Karnataka sont relativement développés, tandis que d'autres comme le Bihar ou l'Uttar Pradesh restent désespérément pauvres malgré des populations énormes. Environ 364 millions de personnes vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Ces fractures sociales créent des instabilités qui peuvent exploser à tout moment et perturber l'activité économique. La forte croissance économique indienne actuelle masque également une réalité troublante. Elle ne profite pas à la majorité de la population. La classe moyenne indienne reste étonnamment mince pour un pays de cette taille. La croissance est largement accaparée par une élite urbaine éduquée, tandis que des centaines de millions vivent encore dans une pauvreté proche de celle du début du XXe siècle. Cette croissance non inclusive crée des tensions sociales qui pourraient exploser si les attentes déçues d'une jeunesse nombreuse ne trouvent pas de débouchés économiques. Le véritable test pour l'Inde est donc de savoir si le capital et l'industrie manufacturière créeront des emplois qui feront passer les revenus au-delà du simple rallye boursier. Les annonces d'investissement d'entreprises ont certes atteint un sommet de 10 ans à la mi-2025, mené par le secteur manufacturier. Mais entre annoncer des investissements et les réaliser effectivement, puis créer des emplois de masse, il y a un gouffre que de nombreux pays n'ont jamais réussi à franchir. L'Inde a également raté certaines fenêtres d'opportunités que la Chine avait saisies. La mondialisation qui a permis à la Chine de devenir l'usine du monde dans les années 2000 est en train de se fragmenter. Le protectionnisme monte partout. Les États-Unis de Trump imposent des droits de douane de 50% sur certaines exportations indiennes pour sanctionner les achats de pétrole russe par New Delhi. L'Europe se replie également. Cette démondialisation rend beaucoup plus difficile pour l'Inde de suivre le modèle chinois basé sur les exportations massives. L'Inde devra donc s'appuyer davantage sur sa demande intérieure, ce qui nécessite d'enrichir sa population pour créer des consommateurs, un processus beaucoup plus lent que celui basé sur les exportations. Enfin, l'Inde fait face à des contraintes environnementales que la Chine n'affrontait pas dans les années 90. La pollution de l'air à New Delhi est déjà parmi les pires au monde. L'industrialisation massive nécessaire pour devenir une puissance manufacturière aggraverait dramatiquement cette situation. Les pressions internationales pour respecter les engagements climatiques limitent la marge de manœuvre indienne. L'Inde ne peut pas simplement copier le modèle chinois de croissance à tout prix environnemental. Elle doit inventer un modèle de développement plus propre, ce qui est plus coûteux et plus lent. Alors, l'Inde deviendra-t-elle la nouvelle Chine ? La réponse honnête est peut-être partiellement, mais certainement pas de la même manière, et probablement pas à la même échelle ni à la même vitesse. L'Inde a des atouts réels. Sa démographie jeune, sa démocratie qui la rend acceptable pour l'Occident, ses compétences dans certains secteurs technologiques, son énorme marché intérieur potentiel. Mais elle fait face à des obstacles structurels massifs que la Chine n'avait pas. Des infrastructures défaillantes, une bureaucratie paralysante, des rigidités sociales et réglementaires, des tensions politiques et religieuses, et un système fédéral démocratique qui ralentit les décisions. Le scénario le plus probable est que l'Inde connaîtra une croissance économique soutenue au cours des prochaines décennies, qu'elle attirera effectivement une partie des investissements manufacturiers qui quittent la Chine, mais qu'elle n'atteindra jamais la domination manufacturière totale que la Chine a exercée. L'Inde pourrait devenir une puissance économique majeure, la 3e ou 2e mondiale, sans pour autant devenir l'usine du monde. Elle pourrait développer un modèle hybride unique, combinant services à haute valeur ajoutée, certains secteurs manufacturiers ciblés et une économie domestique dynamique. Mais pour que même ce scénario optimiste se réalise, l'Inde doit surmonter rapidement ses déficits infrastructurels, réformer sa bureaucratie, améliorer massivement son système éducatif et de formation professionnelle et créer un environnement des affaires vraiment compétitif. Chaque année perdue à tergiverser sur ces réformes est une année où la fenêtre d'opportunité se referme un peu plus. La question n'est donc pas de savoir si l'Inde peut devenir la nouvelle Chine, mais si elle en a vraiment la volonté politique et la capacité d'exécution.